deux chiffres heurtent frontalement l'imaginaire collectif. Un pays fracturé par la guerre et un président qui avance pourtant au milieu de la poussière brûlante du Sahel, comme s'il refusait toute distance avec ceux qui portent le fardeau quotidien du conflit. Ce contraste brutal entre un pouvoir ailleurs enclavé derrière des murs climatisés et une présence qui traverse réellement les routes instables révèle une logique inattendue où l'audace remplace le protocole figé. Pourquoi ce geste et la manière dont Ibrahim Traoré choisit de l'assumer changent-ils notre lecture du leadership lorsque la survie nationale dépend autant de cohésion que de stratégie? Un horizon s'entr'ouvre, celui d'un pouvoir qui se vide au sol et non d'en haut. Dans la continuité de cette ouverture en tension, la promesse centrale qui se dessine tient en une idée simple mais exigeante: comprendre comment une présence régulière sur le terrain peut modifier la trajectoire d'un pays soumis à une pression permanente. Cette promesse s'appuie sur un bénéfice précis: restaurer une cohésion mesurable à partir du lien humain, un levier qui s'impose lorsqu'un État affronte simultanément l'insécurité, la fatigue sociale et l'usure institutionnelle. Les enjeux qui en découlent dépassant largement la symbolique. Si ce modèle fonctionne, il peut réactiver la confiance, stabiliser des unités fragilisées et ouvrir une marge d'action nouvelle à une société qui oscille entre lassitude et espoir. Mais une question persiste, suspendue comme un micro-hook. Que se passe-t-il lorsqu'un pouvoir décide de vivre la crise au lieu de la gérer à distance? Ce point constitue la clé de lecture de la suite, car il détermine non seulement la portée de chaque geste observé sur le terrain, mais aussi la manière dont soldats, familles et institutions réinterprètent leur rôle au cœur d'une guerre prolongée. En 2022, non, en 2022, et même de plus de villages burkinabés disparaissaient chaque mois sous les attaques. Et pourtant, un jeune officier encore méconnu osait proposer une refondation centrée sur le lien humain plutôt que sur la seule hiérarchie militaire. Au même moment, alors que la plupart des armées voisines perdaient en cohésion, la sienne voyait un moral en nette remontée, porté par une solidarité vécue quotidiennement aux côtés d'Ibrahim Traoré. Ce double reveal ouvre une lecture complètement différente du conflit. Le pays sortait à peine d'une phase où la fatigue sociale s'accumulait au point d'entamer les réflexes institutionnels, chaînes d'ordres usés, capacité de réaction réduite et sentiment diffus que les mécanismes de l'État n'étaient plus alignés avec les réalités du front. Dans les positions isolées du Sahel, les soldats devenaient les témoins silencieux de ce décalage. Beaucoup passaient des nuits entières sans soutien concret, tandis que les familles endeuillées, livrées à elles-mêmes, redoutaient chaque jour l'effondrement de leur stabilité économique. Cette rupture entre pouvoir central et terrain façonnait un climat quasi résigné. Les discours successifs n'étaient plus suivis d'effets, les déplacements officiels restaient protocolairement convenus et sans réelle immersion dans les zones menacées. C'est précisément dans cette brèche qu'une autre dynamique a émergé, l'idée qu'un leadership pouvait renaître depuis la base non par des déclarations spectaculaires, mais par des gestes répétés, visibles, vécus à hauteur d'homme. Lorsque Ibrahim Traoré choisit de marcher dans la poussière des postes avancés, d'écouter les troupes, d'observer les positions et de partager les risques, un signal inédit s'est propagé. Non pas un slogan, mais la démonstration que le pouvoir pouvait se rapprocher du terrain au point de réduire instantanément une distance qui semblait structurelle. Cette compression de l'espace politique a agi comme un choc moral. Soldats, familles et communautés ont commencé à réinterpréter leur place dans un pays qui semblait glisser vers l'effondrement. À partir de là, une question devient incontournable. Si la présence continue transforme la perception de la mission militaire, jusqu'où peut-elle remodeler la cohésion d'une société épuisée? Pour comprendre
L'effet concret de cette présence quotidienne sur le terrain, il faut adopter le regard de ceux qui vivent la guerre sans filtre. Les soldats postés dans les zones reculées, loin des circulations institutionnelles et des récits officiels. Dans ces camps isolés, les visites présidentielles avaient longtemps été perçues comme des rituels formels, rapides, sans véritable contact avec les réalités du combat. Les hommes voyaient passer une délégation, recevaient quelques mots convenus, puis la vie reprenait son cours difficile. Lorsque la posture change, elle change d'un bloc. Les soldats racontent que l'arrivée d'un président qui s'assied sur les mêmes bancs de fortune, qui prend le temps d'écouter pertes et besoins, qui partage l'attente avant une patrouille, modifie immédiatement la relation. Ce n'est plus une figure lointaine. C'est un interlocuteur qui traverse les mêmes routes incertaines et qui accepte d'entendre ce que les rapports administratifs ne restituent jamais complètement. Le premier cas où ce basculement apparaît se déroule dans un poste avancé du Sahel. Là, des soldats épuisés par des semaines d'affrontements expliquent qu'ils n'avaient plus le sentiment d'être compris par leur hiérarchie. Une visite prolongée, marquée par un échange direct, a ravivé chez eux l'idée qu'ils étaient encore vus, entendus et comptés. La réaction, presque immédiate, se lit dans leur manière de reprendre position, non par exaltation, mais par soulagement. Un second cas se manifeste dans les centres dédiés aux blessés. Les échanges y prennent un autre rythme. Les hommes en rééducation découvrent que leurs progrès, leurs doutes et leur reconstruction ne sont pas relégués à l'arrière-plan. Le fait qu'un responsable se déplace sans protocole pour mesurer leur parcours redonne à chacun une dignité longtemps fragilisée. Cette proximité redessine très tôt l'énergie du front. Tout commence par une rupture nette. Les attaques de 2022 frappent sans relâche. Les villages se vident. Les axes stratégiques deviennent des couloirs de tension. L'armée se fragmente. Les familles perdent appui. Le pays glisse vers un point où chaque journée semble avaler la précédente. Cette phase n'a rien de théorique. Les positions tombent, les nuits deviennent des heures de veille, les civils tentent de survivre, les soldats s'épuisent. Les structures institutionnelles vacillent, l'impression dominante. Si rien ne bouge, tout s'effondre. Le déclencheur arrive lorsque la distance entre commandement et terrain devient insoutenable. Ibrahim Traoré apparaît alors comme une ligne de fracture entre deux époques. Il se rend sur le terrain, sans annonce, sans décor officiel. Il traverse la poussière des zones attaquées. Il s'arrête dans les postes avancés. Il écoute, il observe, il partage les risques. Les soldats le voient arriver sans escorte lourde. Ils comprennent immédiatement que quelque chose se recompose. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un basculement. La chaîne morale se réactive. Les troupes reprennent souffle. Les familles, informées par fragments, perçoivent que la hiérarchie ne reste plus à distance. Ce mouvement ouvre la montée vers le climax. Les premières décisions structurantes suivent rapidement. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense est annoncé, puis appliqué. Les veuves reçoivent des aides mensuelles. Les orphelins accèdent à des parcours scolaires protégés. Les blessés rejoignent des centres adaptés. Les anciens combattants trouvent des formations ou créent des petites entreprises. Une cohérence apparaît, un axe de soutien humain qui complète l'effort militaire. Le terrain réagit, les désertions diminuent, le moral remonte, le recrutement augmente, les unités isolées reprennent confiance. Les chefs locaux observent une amélioration nette de la discipline opérationnelle. Les villages touchés constatent la circulation plus visible de dispositifs d'aide. La société commence à intégrer cette nouvelle dynamique. Le climax se cristallise lorsque ces mesures produisent des preuves visibles.
Dans plusieurs zones du Sahel, les soldats expliquent qu'ils n'avaient jamais vu une telle continuité entre annonce et exécution. Les familles témoignent d'un appui régulier. Les blessés rapportent un suivi constant. L'idée centrale prend forme. Une armée renforcée non par une modernisation technique, mais par une revitalisation humaine. Les gestes répétés deviennent l'ossature morale du pays. Ibrahim Traoré consolide ainsi une présence qui circule entre camps, centres de rééducation, villages reculés et espaces civils. La perception change. Le pouvoir n'est plus un sommet inaccessible. Il se vit désormais au niveau où la guerre pèse le plus. Viennent ensuite les ondes résiduelles. Elles se déploient lentement mais régulièrement. Les marchés reconstruisent leur routine. Les écoles rouvrent par étapes. Les communautés déplacées reviennent dans certains secteurs stabilisés. Les villages observent une meilleure coordination entre unités militaires et structures civiles. Les anciens combattants réinsérés deviennent des relais sociaux. Le récit collectif se modifie. Les critiques persistent, mais elles se heurtent à des preuves concrètes. Les familles soutenues, les blessés accompagnés, les orphelins scolarisés, les soldats mieux encadrés. La cohérence entre paroles et actes crée un effet d'ancrage. L'État reprend place dans des zones qu'il avait perdues. Cette phase résiduelle n'est pas une conclusion, c'est une transition. Elle prépare la suite en installant une stabilité mesurée, encore fragile mais réelle. Elle montre que les actions engagées ont produit une traction suffisante pour maintenir un mouvement de reconstruction progressive. Elle ouvre, tu ouvres aussi une interrogation. Jusqu'où ce cycle, fondé sur des gestes humains, peut-il redéfinir la structure d'une société entière? Le virage se mesure d'abord par un baseline DeltaNet. Avant la création du dispositif de soutien, les familles de soldats vivaient sans filet de sécurité structuré. Après sa mise en place, plus de 10 000 foyers reçoivent une aide mensuelle stable. Ce changement marque un passage clair d'un abandon institutionnel à une prise en charge régulière, visible et suivie. La donnée ne vaut pas seulement comme chiffre, elle agit comme un garant psychologique. Les troupes savent désormais que leurs proches ne seront plus laissés seuls en cas de perte. Le delta devient un pilier moral, un point fixe dans un environnement instable. La deuxième métrique prolonge cette dynamique. Là où les orphelins de soldats restaient largement invisibles dans les dispositifs publics, plus de 5 000 enfants ont été scolarisés grâce aux programmes associés. Ce mouvement transforme une fragilité chronique en une trajectoire durable. La donnée ne décrit pas uniquement une hausse d'inscription, elle incarne un horizon nouveau, un pays qui, malgré la guerre, intègre des enfants longtemps exposés à l'incertitude totale. Chaque admission scolaire devient un signal adressé directement aux soldats. Le sacrifice accepté sur le terrain trouve un prolongement concret dans l'avenir de leurs enfants. La troisième métrique élargit encore le spectre. Avant les mesures de réinsertion, la démobilisation équivalait souvent à un chômage forcé, à un isolement social et à une absence de perspective. Aujourd'hui, près de 1500 anciens combattants ont pu créer leur entreprise dans des secteurs comme la mécanique, l'agriculture ou l'artisanat. Le delta ne se limite pas à une amélioration économique. Il restructure la place de ces hommes dans leur communauté. Ils cessent d'être perçus comme des acteurs suspendus entre deux vies. Ils deviennent des agents productifs, capables de tisser de nouveaux liens et de participer à la reconstruction locale. Ces trois métriques, prises ensemble, composent une architecture de soutien qui se déploie par cercles successifs. Le premier cercle stabilise directement les foyers touchés par la guerre. Le deuxième introduit une projection sociale par l'éducation. Le troisième reconstitue un tissu économique mis à mal par les années de conflit. Chacune de ces évolutions touche
Une catégorie différente, mais toutes convergent vers le même effet, une cohésion renouvelée qui renforce l'armée autant que la société. Les comportements observés sur le terrain valident ces tendances. Les unités isolées montrent une meilleure continuité opérationnelle. Les désertions diminuent. Le moral se consolide. Les familles n'ont plus le sentiment d'être coupées du récit national. Les communautés locales, bénéficiaires indirectes des entreprises créées ou des retombées éducatives, observent une dynamique nouvelle. La perception change. Un pays qui tente de recoller ses fragments peut encore éviter un effondrement prolongé. Le baseline delta initial se prolonge ainsi en une courbe plus large où chaque donnée agit comme un repère dans la reconstruction. Les chiffres ne résument pas tout, mais ils fournissent des jalons solides. Ils montrent, pensant, comment un ensemble limité d'actions structurées peut redéfinir le rapport entre armée, État et population. Ils démontrent qu'une transition fondée sur la proximité et la continuité produit des effets mesurables, capables d'infléchir la trajectoire d'un pays encore soumis à la pression d'un conflit asymétrique. Deux lectures du conflit coexistent encore, chacune s'appuyant sur une logique interne cohérente. La première, soutenue surtout par ceux qui privilégient la supériorité technologique, affirme que seule une montée rapide en capacité matérielle peut rééquilibrer le rapport de force. Elle insiste sur l'importance d'armes plus précises, de moyens de surveillance plus étendus, de protection avancée pour réduire les pertes et pour accroître l'efficacité des unités engagées. Dans cette perspective, les ressources consacrées au soutien humain devraient rester secondaires, car l'objectif premier serait d'obtenir un avantage tactique immédiat face à des groupes armés mouvants et bien adaptés au terrain. La seconde lecture, issue davantage des observations quotidiennes du front, met l'accent sur la cohésion morale. Elle rappelle que la fragmentation psychologique avait précédé les défaillances opérationnelles. Pour ses défenseurs, aucune transformation matérielle n'aurait eu d'effet durable si les soldats ne retrouvaient pas un sentiment d'appartenance solide. Selon eux, la confiance entre l'État et les troupes conditionne la continuité opérationnelle, l'endurance et la capacité des unités à absorber la pression d'une guerre longue. Ils soutiennent aussi que les familles stabilisées, les blessés suivis et les anciens combattants réinsérés génèrent un socle social qui maintient l'armée en état d'agir. La réponse qui émerge des éléments observables ne nie aucune des deux thèses. Elle reconnaît que la modernisation technique constitue une nécessité stratégique. Mais elle montre aussi que cette modernisation n'aurait eu aucune prise sans une base humaine reconstruite. Les données accumulées, familles soutenues, orphelins scolarisés, anciens combattants intégrés, morale en hausse, indiquent que l'amélioration de la cohésion a précédé la reprise opérationnelle. Les unités isolées, autrefois proches de la rupture, ont repris rythme et continuité à partir du moment où elles ont constaté que leur engagement se traduisait par une protection sociale réelle. Ainsi, l'articulation qui se dessine n'oppose pas les deux logiques, elle les hiérarchise. Le renforcement humain a rendu possible la stabilisation militaire. La montée en capacité technique ne peut produire d'effet durable que lorsqu'elle s'appuie sur une cohésion retrouvée. La trajectoire observée montre qu'une armée qui croit à nouveau en sa mission devient le socle nécessaire à toute évolution future, qu'elle soit matérielle ou structurelle. Un geste change l'échelle. Dans un camp éloigné, loin des routines administratives, un moment sans caméra révèle une bascule plus profonde que toutes les annonces précédentes. Ibrahim Traoré s'assoit au même niveau que des soldats blessés, sans discours préparé, sans entourage élargi, simplement pour écouter ce que les rapports ne peuvent pas traduire. Le rythme se brise. Les hommes parle de douleurs qui persistent, de peurs encore présentes, de reconstruction lente. Le responsable ne répond pas par des formules.
Il laisse le temps faire son œuvre. La scène ne dure pas longtemps, mais son impact circule rapidement. Les unités apprennent que cette présence existe réellement, pas seulement dans les zones actives, mais aussi dans les espaces où la guerre laisse des traces silencieuses. Les blessés voient leur parcours reconnu. Les équipes de rééducation constatent un regain d'attention. Les soldats déployés comprennent que le commandement prend en compte la continuité entre combat, soins et réinsertion. Ce midpoint révèle alors une clé stratégique souvent négligée. La cohésion ne naît pas uniquement de dispositifs larges, mais de l'accumulation de moments concrets où le pouvoir renonce à la distance. Cette proximité obstinée circule ensuite vers les villages, les familles et les unités isolées, créant une dynamique qui dépasse la seule logique militaire. Les effets de la transformation engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré se répartissent désormais en 4 cercles distincts, chacun absorbant à sa manière l'impact d'un changement fondé sur la continuité, la présence et la cohérence. Pour entrer dans ce premier niveau concernant l'État, les institutions, longtemps affaiblies par l'insécurité et l'érosion de la confiance, retrouvent une cohésion minimale. Les dispositifs destinés aux familles de soldats deviennent des marqueurs visibles de cette évolution. Ils rappellent, après semaine, que l'État n'abandonne plus ceux qui portent la défense du territoire. Des routines administratives jusque-là irrégulières s'alignent progressivement sur les engagements annoncés. Les circuits de décision gagnent en fluidité. Les services publics, même sous pression, fonctionnent avec davantage de continuité. La légitimité nationale cesse de s'effriter au même rythme, car la démonstration quotidienne du soutien remplace les signaux contradictoires du passé. En poursuivant avec ce qui touche directement l'armée, la recomposition morale déployée sur le terrain produit des effets qui dépassent la seule motivation individuelle. Les désertions diminuent, le recrutement progresse. Les unités isolées, autrefois proches de la rupture, montrent une meilleure résistance. Les blessés suivis dans des structures adaptées réintègrent progressivement une dynamique collective. Les chefs d'unité rapportent une discipline opérationnelle plus stable, alimentée par la conviction que l'engagement personnel trouve un prolongement concret dans les dispositifs de soutien. La présence régulière du commandement dans les zones reculées joue un rôle catalyseur. Elle réduit la distance hiérarchique, renforce la perception d'un lien organique et installe une continuité entre terrain, centre de soins et réinsertion. En ce qui concerne désormais les civils, pour les familles touchées par la guerre, les effets se lisent dans la stabilisation progressive du quotidien. Les aides mensuelles et la prise en charge des orphelins créent un filet de sécurité inédit. Dans les villages, les citoyens observent que les engagements pris sont tenus. La perception de l'armée change. Elle cesse d'être vue comme un corps distant et se rapproche d'une figure reconnue et soutenue. Les commerçants, enseignants et travailleurs urbains perçoivent également cette modification. Les interactions quotidiennes deviennent moins marquées par la méfiance. La société retrouve un socle psychologique plus stable, condition nécessaire pour absorber les contraintes d'un conflit prolongé. En élargissant enfin la perspective à l'échelle régionale, les pays du Sahel suivent de près cette trajectoire. Ils reconnaissent les mêmes défis: attaques asymétriques, fatigue sociale, fragilité institutionnelle. L'approche fondée sur la proximité humaine attire l'attention parce qu'elle offre une alternative aux stratégies centrées uniquement sur la modernisation matérielle. Rien n'indique une transformation rapide du rapport de force régional, mais un signal circule: un État peut renforcer sa capacité d'endurance en investissant dans la dignité des soldats, la cohésion des familles et la réinsertion des anciens combattants.
cette interrogation se propage. Elle ouvre un débat sur ce qui fonde réellement la solidité d'un pays engagé dans un conflit irrégulier. En réunissant ces quatre cercles, le mouvement qui se dessine n'est pas celui d'une victoire acquise, mais d'une trajectoire structurée. Les transformations observées dépassent les discours et reposent sur une articulation continue entre soutien humain, présence sur le terrain et recomposition institutionnelle. À l'horizon des prochains mois, trois trajectoires se distinguent, chacune reposant sur les dynamiques déjà observées dans les zones touchées par le conflit. Elles ne constituent pas des prédictions fermes, mais des cadres possibles permettant d'anticiper la manière dont les mécanismes de soutien, la cohésion opérationnelle et la continuité institutionnelle pourraient évoluer dans un contexte encore marqué par l'incertitude. Dans une première hypothèse considérée comme le scénario de base, dans cette projection, les dispositifs existants continuant d'être appliqués de façon régulière, sans accélération majeure ni rupture. Les structures destinées aux familles se stabilisent. Les centres de prise en charge des blessés maintiennent leur capacité. Les anciens combattants poursuivent leur réinsertion, créant un tissu économique lentement renouvelé. Sur le terrain, l'armée consolide sa cohésion, ce qui permet d'exercer une pression constante sur les groupes armés, réduisant certaines zones d'instabilité sans les éliminer totalement. L'économie évolue par petites étapes, portée par les initiatives locales. Cette trajectoire repose sur une continuité sans emballement, mais suffisamment solide pour préserver les acquis. Si l'on envisage maintenant une dynamique plus favorable, ici, les effets cumulés produisent une accélération perceptible. Les familles soutenues par les aides mensuelles retrouvent une stabilité qui se diffuse vers les communautés. Les orphelins intégrés au parcours éducatif deviennent un repère pour les villages. Les anciens combattants qui créent des activités locales jouent le rôle de relais économiques. L'armée, renforcée moralement, obtient des marges opérationnelles plus cohérentes dans plusieurs secteurs sensibles. Les institutions civiles, encouragées par cette cohésion, améliorent leur coordination. La dynamique interne attire l'attention régionale et produit une image d'endurance qui renforce la position du pays dans un Sahel sous tension. Cette progression ne supprime pas les risques, mais elle élargit les espaces de stabilité relative. Dans une perspective plus incertaine ou pessimiste, une recrudescence d'attaques, combinée à des tensions internes ou à une pression logistique, pourrait affaiblir les avancées récentes. Les unités se retrouveraient sous charge excessive, les services de soutien ralentiraient, les aides versées aux familles risqueraient de perdre régularité. Une telle situation fragiliserait la cohésion, entraînant des doutes parmi les civils et les troupes. L'économie, sensible à la sécurité, réagirait immédiatement par une contraction locale. Les centres de soins se retrouveraient saturés. Cette trajectoire ne provoquerait pas un effondrement total, mais elle pourrait réduire la portée des mesures existantes et réinstaller une instabilité plus marquée dans plusieurs zones. Face à ces trois cadres, une recommandation s'impose. Pensez les prochains mois comme une continuité conditionnée où chaque avancée dépend de la capacité à maintenir des engagements réguliers plutôt que de s'appuyer sur des ruptures brutales. Les effets de la transformation engagée se lisent aussi dans la manière dont trois catégories de citoyens redéfinissent leur rapport au quotidien. Le premier groupe concerne ceux qui vivent dans les zones directement exposées aux attaques. Pour eux, la stabilisation progressive provient d'une amélioration tangible des mécanismes de soutien. Aide versée avec plus de régularité, continuité du suivi pour les blessés, structures éducatives en fonctionnement dans certains secteurs. Cette évolution ne dissipe pas toutes les incertitudes, mais elle instaure un rythme moins fragmenté, permettant aux familles de retrouver une forme de projection, même limitée. Le deuxième groupe est composé de jeunes dont les trajectoires demeuraient souvent indécises.
Beaucoup hésitaient entre le départ vers d'autres régions, l'enracinement local ou l'engagement direct. L'existence de parcours de réinsertion pour les anciens combattants, visibles dans plusieurs localités, offre une référence nouvelle. Ces initiatives montrent que la sortie du conflit ne conduit pas systématiquement à une impasse sociale. La possibilité de reconstruire une activité économique ou de suivre une formation élargit les perspectives et introduit un repère accessible pour ceux qui cherchaient une orientation. Le troisième groupe rassemble des citoyens éloignés du front mais profondément marqués par l'instabilité nationale. Commerçants, enseignants, travailleurs, urbains. Pour eux, la transformation s'exprime surtout dans la perception de la cohésion. La relation entre civils et militaires change progressivement. Les dispositifs de soutien accordés aux familles exposées et la continuité des engagements publics modifient l'attitude générale envers les institutions. Les échanges quotidiens se déroulent dans un climat moins sujet aux attentes contradictoires. Cette évolution symbolique, encore fragile, crée un terrain psychologique plus stable, indispensable à toute amélioration durable. Pris ensemble, ces trois niveaux montrent que la reconstruction repose autant sur la cohérence des dispositifs que sur la capacité de chaque groupe à retrouver une place lisible dans un pays encore traversé par la pression du conflit. La consolidation des dynamiques engagées nécessite une feuille de route appuyée sur des actions mesurables, structurées et applicables dans un horizon proche. Dans cette perspective, 5 étapes cohérentes peuvent être mises en œuvre sans élargir le cadre initial des réformes, tout en maintenant l'esprit de proximité incarné sur le terrain par Ibrahim Traoré. Pour commencer, une première étape consiste à consolider les dispositifs existants. Les structures de soutien aux familles, aux blessés et aux anciens combattants doivent fonctionner sans interruption. Les autorités administratives locales assurent l'exécution. Un suivi mensuel permet de mesurer la régularité des versements et de repérer les zones en décalage. Ensuite, une deuxième étape vise à renforcer les centres de rééducation. Les équipes médicales et psychologiques augmentent leur capacité d'accueil. L'indicateur principal repose sur le nombre de blessés suivis sur une base continue et sur la progression observée dans les parcours individuels. L'objectif est de réduire l'attente et d'améliorer la réinsertion physique et morale. De plus, une troisième étape consiste à étendre les programmes de réinsertion. Les structures dédiées aux formations professionnelles identifient de nouveaux secteurs accessibles. Le déploiement s'effectue par région. L'efficacité se mesure au nombre d'anciens combattants intégrés dans une activité durable au bout de 6 mois. Dans la continuité, une quatrième étape cherche les corps à coordonner l'action militaire et les services civils. Les unités sécurisant les zones reculées coopèrent avec les services locaux pour rétablir écoles, marchés et voies de circulation. Les administrations régionales évaluent l'ouverture progressive de ces services permettant de suivre la reconstruction territoriale. Enfin, une cinquième étape propose d'institutionnaliser cette proximité. Des visites régulières, structurées et documentées entre postes avancés et capitales assurent un retour d'information direct. Les retours formalisés permettent d'ajuster rapidement les priorités opérationnelles et sociales. En réunissant ces 5 leviers, la trajectoire engagée peut conserver une continuité lisible et s'inscrire dans un mouvement de stabilisation durable. Dans les derniers replis de cette trajectoire, une image revient avec une netteté particulière. Celle du banc de fortune où des soldats, fatigués mais attentifs, racontaient leurs pertes et leur lente reconstruction. Ce n'était pas un symbole fabriqué, c'était un point d'ancrage, une scène qui condensait la distance réduite entre ceux qui portent le risque et ceux qui en assument la responsabilité politique. Lorsqu'Ibrahim Traoré s'est assis à ce même niveau, le geste a éclairé une vérité simple.
La cohésion ne naît pas seulement des mesures visibles, mais aussi de la capacité à partager un espace où la guerre pèse réellement. La continuité de ces échanges, dans les camps reculés comme dans les centres de rééducation, a tissé un fil discret mais déterminant. Les soldats y trouvaient une reconnaissance directe. Les blessés y percevaient que leur parcours n'était pas relégué à l'arrière-plan. Les familles, informées par fragments, comprenaient que l'écoute n'était pas un acte ponctuel, mais un repère constant. Ce fil, fragile et tenace, relie des lieux dispersés et montre qu'un pays peut encore respirer malgré la pression. Il rappelle qu'un chemin existe dès lors que les gestes prennent racine au niveau où tout se joue. Dans un contexte où chaque avancée demeure fragile, la continuité du mouvement engagé dépend aussi de la manière dont chacun s'approprie ce qui se construit lentement sur le terrain. Les gestes de soutien, les structures qui fonctionnent, les trajectoires qui se réparent, créent un espace où la participation collective devient possible, même à petite échelle. Les citoyens peuvent renforcer cette dynamique en suivant les initiatives locales, en soutenant les familles touchées ou en relayant les informations qui permettent de mieux comprendre comment un pays tente de se stabiliser. Cet échange d'expériences, qu'ils proviennent des zones rurales, des centres urbains ou des lieux où la pression du conflit reste forte, nourrit un socle commun. Il ne s'agit pas d'adhérer à une vision unique, mais de contribuer à une lecture plus complète de ce que vivent soldats, civils et anciens combattants. Une société qui partage ces récits devient plus résistante face aux périodes prolongées d'incertitude. Si cette analyse vous offre un point de réflexion ou suscite des questions, vous pouvez prolonger la discussion, proposer une autre perspective ou demander une version adaptée à un autre format.